Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un test du Viper Tank. Avec le Viper Tank, on se retrouve avec un couteau d'une longueur totale de 30 cm pour 15 cm de tranchant. Au niveau de sa largeur la plus élevée ici, on est sur 5,2 cm. En épaisseur, on est sur une épaisseur donnée de 6 mm et 5,8 mm sur mon pied à coulisse. Le poids seul du couteau, c'est de 417 grammes et 574 grammes avec son étui qu'on verra plus tard. À la première prise en main du tank, ce qui choque vraiment, c'est sa légèreté. Donc on a vraiment la sensation d'avoir quelque chose d'extrêmement léger, contrairement à ce qu'on pourrait croire en le voyant. Et en fait, ça va tout simplement s'expliquer par un excellent équilibre. Donc ici, on peut voir que le couteau est très bien équilibré. Du coup, lorsqu'on l'a en main, on ne va pas avoir de sensation de poids énorme vers l'avant. On a vraiment l'impression qu'on tient que le manche, qu'il n'y a même pas de lame au bout, tellement c'est léger. Le manche est en micarta, maintenu par de la visserie à laine. On peut voir l'acier du couteau, qui est un acier D2, donc un acier semi-inoxydable. Et ici on va avoir le nom du modèle, Tank, ainsi que la marque Viper. Donc c'est un couteau qui est fabriqué en Italie. Sa très large lame arbore une émouture plate totale, terminée en bas par un fil en V. Ici on peut voir la personne qui a dessiné le couteau. Et au niveau de la garde ici, on va avoir un trou, ainsi qu'en haut là, et on va retrouver un dernier trou tout au bout du manche. Ici on peut bien se rendre compte de la courbure généreuse du manche, ainsi que l'emplacement pour l'index. Une bonne garde et un gros casse-goutte qui finissent l'ensemble. Pour entrer directement dans le vif du sujet, on va commencer par de la coupe à la volée. Donc sur l'arbre qu'on peut voir au milieu de l'écran, qui est bien mort et bien sec. Donc je vais travailler sans dragonne, voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la courbure du manche. Ouais, donc on va venir se servir du couteau dans cette position. Même en étant au bout du manche, on n'a pas vraiment une énorme sensation de poids sur l'avant. Le couteau resterait même équilibré dans cette zone. On n'a pas d'effet un petit peu machette comme on pourrait le croire en voyant sa large lame. On va voir un petit peu ce que ça peut donner. Voilà ce que ça donne après ces quelques coups. Donc on a un impact qui n'est pas extraordinaire par rapport à la largeur de la lame. Mais bon, ça vient quand même pas trop mal rentrer dans la matière. On a surtout une très bonne tenue au niveau du manche ici. Donc ça ne glisse pas. On ne ressent vraiment pas le besoin de placer une dragonne. On va continuer le travail pour venir passer à travers de l'arbre. Très clairement, on n'aura pas de problème pour passer à travers ce genre de section. Par contre, on va devoir taper plus fort que par exemple avec un top stracker, puisqu'on ne va pas avoir justement cette sensation de poids vers l'avant. Donc ça va être efficace de par sa prise en main, mais il va falloir quand même envoyer assez fort pour venir passer à travers. Et au niveau du fil ici,
S'il n'y a aucun impact à noter sur le début du fil, on peut voir qu'il y a l'acier qui a bougé dans cette zone. Outre le fait que l'acier est roulé ici, au niveau du manche, on n'a pas eu de souci d'impact ou quoi que ce soit. Par contre, on a la visserie qui après ces quelques coups c'est légèrement desserré, donc je ne sais pas si on va s'en rendre compte à la caméra. Et les deux plaquettes bougent. Je ne sais pas si on peut le voir. Voilà, c'est le cas pour les deux côtés. Un petit peu tout le long du manche. Voilà, on s'en rend mieux compte ici. Donc ça a bougé ici. Juste après ces quelques coups sur l'arbre. Pour de la volée un peu plus douce, je vais venir ébrancher la grosse branche qu'on voit au sol. Ensuite ici, je viendrai la couper ici. Puis la redébiter un petit peu en coupe de couteau de camp, en faisant tourner la branche et en tapant à 45 degrés. Aucun souci pour le petit ébranchage, donc on travaille vraiment avec beaucoup de confort. Le manche est bien épais, le micarta est très agréable sous le doigt et ne glisse pas. Et le couteau fait largement l'affaire pour ce genre de tâche. Voir un petit peu ce que ça donne en coupant cette section. Aucun souci non plus pour ce genre de section, je vais venir le redébiter en le tenant droit, en le faisant tourner avec des frappes à 45 degrés. Aucun souci là-dessus, donc le tank est vraiment très adapté aux coupes à la volée petites et moyennes. On a un très bon galbe au niveau du manche, un manche qui est vraiment épais et agréable au contact. Pas de souci sur ces tâches au niveau du fil. Donc un couteau très adapté pour ça, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, de ce qu'on a pu voir sur l'arbre avant, on va être limité dans des tâches petites ou moyennes de coupe à la volée avec le tank. C'est dommage qu'on ne puisse pas en demander plus au couteau sur la volée. D'autant plus qu'on a un galbe de manche qui est vraiment intéressant. On est très bien placé ici. On a vraiment une prise qui est excellente pour ça et qui appelle à la coupe à la volée rien qu'en le regardant. Lorsqu'on le tient, on ne ressent pas du tout de gêne, pas du tout d'impact dans la main. Le manche est vraiment très confortable, on ne glisse pas du tout. Le micarta accroche très bien. Donc potentiellement, c'est un manche qui est vraiment idéal pour la volée. Après, les dégâts sont minimes, il suffira de resserrer les plaquettes. Et il n'y a qu'une toute petite partie du fil qui est un tout petit peu roulé. Mais ça laisse présager d'autres potentiels problèmes pour la suite si on vient souvent à faire ce genre de tâche avec le couteau. Bien entendu, venir tomber un petit arbre comme je l'ai fait est une tâche qui est vraiment occasionnelle avec un couteau. Pour ça, on aura plus tendance à le faire avec une scie ou une hache. Pour le reste, pour les petites tâches qu'on a vues, qu'on aurait plus souvent à faire avec ça, il n'y a aucun souci et l'ergonomie est vraiment bonne. À titre de comparaison, l'arbre qu'on voit à côté ici, c'est l'arbre que j'avais tombé dans le test du SI5. Je vous mettrai un petit lien dans la description. Le diamètre est légèrement plus grand et je n'avais rencontré aucun souci. Je me suis arrêté pour resserrer les plaquettes. Du coup, tant qu'à y être, je les ai enlevées pour voir un petit peu comment c'était dessous. Là on peut voir que le manche est bien évidé, donc ce qui est logique pour rattraper un petit peu le poids du manche. Et ce qui est étonnant, c'est que malgré le fait qu'il soit autant évidé, on n'a vraiment aucune sensation de poids vers l'avant. En tout cas on peut voir que les finitions à l'intérieur sont vraiment belles. Et on va avoir finalement la vis qui va venir prendre le manche sur sa moitié.
Donc à l'intérieur ici on a un pas de vis. Et de l'autre côté on peut voir que c'est l'autre vis qui va passer au milieu. Donc je vais resserrer un petit peu l'ensemble et voir ce que ça donne. Voilà, les plaquettes sont resserrées, donc évidemment plus rien ne bouge. Donc est-ce que c'était simplement pas assez serré en sortie d'usine? C'est pour ça que ça a pris du jeu un petit peu lors des coupes à la volée. Ou est-ce que c'est la volée qui crée beaucoup de vibrations et qui va desserrer les vis? Je ne sais pas trop. En tout cas au niveau vibration, on n'en ressent absolument pas en main lorsqu'on fait de la coupe à la volée. Les grosses coupes à la volée n'étant pas forcément son fort comme on l'a vu, voir un petit peu si sa large lame peut nous aider sur du bâtonnage à plat. Pour ce genre de tâche, l'avantage d'avoir une large lame, c'est qu'on va pouvoir taper longtemps sur le couteau avant d'avoir à tourner le couteau sur le bâton. Donc on va pouvoir faire des encoches profondes dans le bois. Si le couteau n'avait rien de spécial sur les coupes à la volée, ici il va pouvoir offrir plusieurs avantages. Donc on va avoir la largeur de la lame comme on l'a vu, qui va permettre de taper plus longtemps sur le couteau avant d'avoir le retourné. Et on va également avoir un deuxième avantage, ce sont les moutures plates totales. Donc vu la finesse de la lame, on va rentrer dans le bois plus facilement qu'avec une émouture plus épaisse. Pour le bâtonnage, on va voir un petit peu ce que ça peut donner dans cette belle pièce de bois flotté, avec la lame qui dépasse tout juste du morceau de bois. Comme sur toutes les émoutures plates, on va avoir une bonne pénétration de la lame. L'inconvénient qu'on a avec cette lame qui est très large, donc certes on va avoir une très bonne pénétration dans les premiers millimètres, mais seulement on va avoir l'épaisseur qu'au dernier moment au niveau du dos. Donc ça va mettre un petit moment avant de commencer à vraiment refendre le bout de bois. Voilà, il va falloir arriver au niveau du dos pour que ça commence vraiment à écarter la matière. Bon, le travail se fait très bien. Une fois qu'on est arrivé sur le haut de l'émouture, on va avoir un bon pouvoir de pénétration. Comme on a pu le voir, pour redresser le couteau, je suis venu taper sur le manche, sur le dessus, sur le dessous ou au bout ici. Et malgré tout, je n'ai absolument aucun jeu dans le manche. Donc encore une fois, c'était assez surprenant que le manche soit dévissé lors des coupes à la volée, puisqu'il y a plus de chances de venir créer des vibrations et dévisser le manche en venant taper dessus. Donc encore une fois, c'est peut-être tout simplement manque de serrage en sortie d'usine. En tout cas, c'est assez surprenant. Mais pour le bâtonnage, aucun souci. La lame encaisse vraiment très bien les chocs. Et sur ce genre de tâche, aucun dommage au niveau du tranchant.
Donc les quelques mini-marques qu'on peut voir ici sont dues aux coupes à la volée sur l'arbre du début de vidéo. Sinon, aucun dommage à déclarer sur le couteau, sur le bâtonnage. Je vais venir refendre cette pièce en deux. Donc on va avoir bien entendu un peu plus de longueur de lame, donc un peu plus de confort pour taper dessus. Encore une fois sur la refente de ce morceau, donc qui est quand même du bois qui est bien costaud, absolument aucun souci à noter pour le Viper sur le bâtonnage. Pour les travaux de ce type, le gros manche du Viper Tank va être un avantage, puisqu'on va avoir vraiment de la place, on va avoir la main qui est loin du travail, et comme le manche est assez épais également, on ne va pas ressentir de vibrations désagréables dans la main. On a pu voir que la forme du manche permettait d'être très bien placé pour les coupes à la volée et qu'on n'avait pas forcément besoin de dragon pour la tenue. Par contre, pour les personnes qui voudraient en mettre, bien évidemment, on a la possibilité de le faire avec 3 trous qu'on a vu dans la présentation du couteau. Donc on peut mettre une dragon de cette manière, donc pour avoir un port autour du poignet ou alors qui revient autour du pouce. On va également pouvoir se servir du trou de devant pour faire ce genre de montage qu'on pourrait appeler garde de pirate, garde de sabre de pirate, où on va venir placer la main à l'intérieur. Donc là c'est tout bonnement impossible que la main glisse puisqu'on va être retenu ici à l'aide des 2 fils. Donc une très bonne prise. Et on va pouvoir encore se servir du trou d'au-dessus pour venir placer la dragonne dans ce style là. On va passer la main à l'intérieur et venir en dessous. Donc on va être également très bien sécurisé si toutefois on en avait besoin. Avec la paracorde, on va se rendre compte d'un des avantages du Viper Tank. En fait, c'est appelé un slicer. Donc un slicer, c'est quelque chose qui vient découper, qui vient couper. On va avoir, grâce à son fil en V et son émouture très fine, quelque chose de vraiment très efficace pour les coupes de type couteau. Donc on va pouvoir par exemple rentrer dans la paracorde de cette manière, ou encore en venant faire des coupes appuyées qui pourraient être également appréciables pour la cuisine. D'autant plus que l'émouture est très fine et que l'acier est un semi-inoxydable. Donc ça pourrait être pas mal pour préparer un petit peu des plats dans les camps. Voilà ce dont je vous parle. Pour les coupes appuyées, il va falloir juste venir pousser pour passer à travers la matière. Donc on peut voir que même sur la partie qui a été légèrement ébréchée sur le devant, le couteau rentre très bien. Donc aucun souci pour ce type de coupe. Autre avantage pour ce type de coupe, ou par exemple venir dépecer ou quoi que ce soit, on va pouvoir venir tenir le couteau ici. Donc on va évidemment avoir de la place puisqu'on fait plus de 5 cm de largeur. On va pouvoir se placer ici, travailler avec précision avec la lame. On va pouvoir mettre par exemple l'index sur le bout pour la guider, etc. Pour ça on a vraiment une très bonne prise en main sur le tank, grâce donc encore une fois à sa largeur et à la finesse de son émouture. Voilà à quoi ressemble son étui. On est sur un étui de type nylon avec un martyr qui ressemble un petit peu au contact à de la mousse très dure. Il n'y a pas de trou pour évacuer l'eau. Et grosso modo, dans l'idée des matériaux, on est sur la même chose que l'étui du Kukri Extrema Ratio Kukri KS que j'avais déjà présenté. Le même type de martyr utilisé ici, le même type de matériaux. Sur le dos, on va retrouver des passants mollis, donc un étui qui va être compatible, avec ici une pression et un retour sous la boucle ici, pour que ça vienne tenir fermement. Sur le dessus, on va retrouver cette sangle ici, qui va servir comme les autres passants mollis, mais surtout dans ce cas-là, pour venir y placer la ceinture. Donc en fait, c'est ce qui va constituer le passant ceinture de l'étui. Devant de l'étui, on va retrouver 3 sangles qui vont nous permettre de placer divers accessoires compatibles mollis, mais également un scratch.
on va pouvoir y poser par exemple des patchs, comme celui qu'a fait Jesse pour son groupe des Indomptables Dauphinois. Si ça vous intéresse d'en avoir un, il suffit de le contacter. Je vous mettrai un petit lien de sa chaîne dans la description. Pour la rétention, le couteau est simplement glissé à l'intérieur et va être maintenu par deux pressions ici pour qu'on puisse sortir le couteau. Donc à noter que sur les pressions apparaît le nom du fabricant qui fait les étuis, donc qui est Vega Holster, qui est également fabriqué en Italie. La boucle qu'on retrouve ici va avoir également un scratch, et sous cette partie là on va également avoir un scratch, ce qui va nous permettre de venir par exemple enlever la boucle si toutefois on voulait complètement l'enlever, ce qui serait pas forcément utile parce que le couteau ne tient pas dans l'étui s'il n'y a pas la boucle ici. Par contre on va pouvoir la retourner, donc ça peut être pas mal pour par exemple si on a tendance à s'accrocher dans les branches, on préfère l'avoir dans ce sens là, ou qu'on préfère le mettre ici pour plus de convenience lorsqu'on vient de l'ouvrir avec le pouce. Donc quelque chose ici de modulable par scratch. Grâce au scratch et au fait que la boucle puisse être enlevée ou déplacée, on va également pouvoir venir l'ajuster. Donc quand je l'ai reçu, j'avais la sangle derrière qui était un petit peu haute ici, qui tombait sur la bosse qu'on a là. Donc c'était difficile de le fermer, voire impossible. Donc tout simplement je suis venu décaler la sangle vers le bas pour pouvoir rentrer au niveau du creux ici pour le fermer plus facilement. Voilà ce dont je vous parlais. Si on a le couteau dans l'étui sans les pressions, sans le secouer, juste en lâchant, le couteau va tomber. Donc les deux pressions ici sont indispensables pour la sécurité. Avec les deux pressions, on va avoir ici le couteau qui va être maintenu avec sa garde. Et là ça ne bougera pas. Par contre ça oblige à replacer les pressions à chaque fois. Enfin, fourni avec l'étui, on va avoir une cordelette sur le bas qui permet de passer autour de la cuisse pour éviter tout ballottement. Les finitions de l'étui, comme celles du couteau, sont vraiment très propres. Une belle qualité sur les matériaux. On va voir un petit peu ce qu'il peut donner à la ceinture. À titre personnel, je n'aime pas du tout car les manches viennent dépasser la ceinture. Donc en voyant la bête en photo, je me suis dit que ça allait être vraiment gênant. Il y a un gros point négatif sur l'étui. Au final, c'est pas gênant. On a le couteau qui est assez écarté du corps pour que ça ne vienne pas gêner. On l'a bien à portée de main ici. Donc c'est un port qui se veut plutôt agréable, malgré le fait que le manche remonte ici. Et on va avoir, au cas où contact il y ait, un pommeau bien arrondi. Pour le récupérer, il va suffire de venir enlever les deux pressions, donc des pressions qui sont vraiment fermes, qui sécurisent bien comme on l'a vu avant. On va venir lever le couteau pour l'avoir direct en main. Donc c'est assez agréable de le prendre. Pour le reposer, on va venir toucher la sangle ici, mais comme c'est assez souple, ça ne va pas l'endommager finalement. On va juste simplement venir l'appuyer légèrement et on tombe dans le scratch, la partie douce du scratch. On le laisse retomber. Donc s'il y avait que ça à faire, ce serait parfait, mais comme on l'a vu, il va falloir venir remettre les pressions. Donc c'est tout à fait possible de le faire à une main comme ça, bien qu'en usage courant, pour gagner un petit peu de temps, j'ai tendance à le faire à deux mains. Mais c'est tout à fait possible de le faire à une main, comme on vient de le voir. Et voilà ce que ça donne lorsqu'on attache ici la petite sangle fournie sur la cuisse pour que ça ne bouge pas. Donc bien évidemment, on n'a absolument aucun mouvement. Le couteau tient très bien. Mais il n'y a pas forcément énormément de ballottement lorsqu'on se sert du couteau. Ce n'est pas du tout désagréable. On n'a pas cette sensation vraiment de couteau qui vient bouger lorsqu'on marche. Il reste plutôt fixe vers le sol sans arrêt. Donc lorsqu'on marche, ça ne gêne pas. Lorsqu'on fait du franchissement ou qu'on marche dans les ruisseaux, etc., ça ne gêne pas non plus. Donc c'est pas forcément utile de la mettre, mais en tout cas, elle est fournie. On va maintenant voir un petit peu ce que donne le Viper Tank sur des coupes de type couteau. Donc il est à noter que comme sur les coupes à la volée ou le bâtonnage, on va avoir un avantage d'avoir un gros manche qui est bien épais. Donc c'est plutôt agréable en main, on n'a aucune arête saillante. Et ici on va avoir cette partie là qui va tomber au niveau de l'index. On n'a pas trop de bras de levier puisque le tranchant part pas très loin de la garde. Donc d'un point de vue de l'ergonomie de la prise en main, c'est un couteau qui reste bien agréable malgré son gabarit. Ensuite, comme on l'a vu juste avant, on va avoir cette
cette émouture plate qui va lui permettre, malgré son gros gabarit, d'être quelque chose qui va rentrer assez facilement dans la matière. Donc un couteau qui est très gros, mais qu'on a vu au niveau de son équilibre, n'a pas trop de poids à porter à l'avant. Donc c'était un petit inconvénient sur les grosses coupes à la volée. Ça va être clairement un avantage pour les coupes classiques de couteau, où on va avoir finalement en main pas trop la sensation d'avoir un très gros couteau, puisque son équilibre nous permet d'avoir un peu plus de poids au niveau de l'index, ou on pourrait dire un petit peu au niveau du manche, bien que ce soit vraiment au milieu, que dans la lame, ce qui va lui conférer vraiment un équilibre bien étudié pour ce genre de coup. Donc on va pouvoir par exemple venir se constituer une pointe sans aucun souci. Là où sa lame bien large va être un petit peu un inconvénient, ça va être pour toutes les coupes que j'appelle coupes de saucisson, c'est-à-dire là où on va devoir ouvrir la main pour venir par exemple finir une pointe ou couper du saucisson justement. Donc là, moi qui ai des mains qui sont assez petites, j'ai un petit peu du mal à aller faire ma pince ici et aller chercher à mettre la matière là, puisqu'en fait la lame va être très large. Ce genre de coupe est beaucoup plus pratique avec un couteau qui est beaucoup plus fin, beaucoup moins large. Du coup, sur ce coup là, on va être un petit peu moins avantagé avec la lame du tank qui est vraiment, comme on l'a vu, très large. Pour les coupes inversées avec la main dans ce sens là, on va avoir la bosse ici qui était plutôt un avantage sur les coupes puissantes, qui va être placée un petit peu au niveau du doigt ici. Donc on ne peut pas trop la placer entre les deux doigts. Ça va tomber plutôt au niveau de sur le doigt ou voire dans la paume ici, selon comment on se place. On va avoir la garde ici qui est très prononcée, donc qui va bien sécuriser au niveau de la main, mais par contre qui va être en contact. Donc c'est une coupe finalement sur laquelle on ne se sent pas très puissant, alors que c'est une coupe justement puissante. Par rapport à la prise en main, on va clairement choisir la coupe classique pour ce genre de tâche. Ça sera plus efficace et surtout plus confortable. Pour toutes les coupes où on va avoir les 2 pouces sur le dos de lame, par exemple pour faire une encoche, donc c'est tout à fait possible par rapport à sa lame, du fait qu'on ait une très bonne pénétration, donc on ne va pas du tout être gêné par rapport à ça. Il va falloir quand même avoir un petit peu d'habitude, puisqu'on va se retrouver, dû à la largeur de la lame, assez loin du travail comparé à un couteau plus classique. Donc là on va venir pousser et on va être quand même bien loin. Donc ça demande un petit temps d'adaptation, mais une fois qu'on s'y est fait, aucun souci. Le couteau se révèle vraiment très efficace pour ce genre de tâche. Avantage, comme on l'a vu tout à l'heure, avec sa très large lame par contre, on va avoir ce genre de prise qui va être très facilité. On va avoir un très grand contrôle dessus. Par exemple, si je voulais venir continuer de creuser, je peux prendre cette position là. Donc pour ça, par contre, la largeur est vraiment un avantage. Toujours dans les coupes classiques, avec la prise en main classique, on va pouvoir venir bien entendu écorcer. La finesse de son émouture va être un avantage pour ce genre de tâche. On va vraiment s'insérer sous l'écorce et il n'y aura qu'à pousser, à accompagner pour décoller l'écorce. On a un angle vraiment très instinctif qui fonctionne parfaitement pour ça. On va retrouver la bonne ergonomie du Viper et son tranchant sur toutes les tâches de phaser stick. On va pouvoir venir se servir de son fil en V pour venir décoller de très fins copeaux. La position est vraiment bien agréable. On n'a aucun souci là-dessus, aucun souci à manier la lame. On va avoir une lame qui pénètre vraiment très facilement dans le bois. Donc on a tendance même à rentrer plus que d'accoutumé dans le bois pour faire le phaser stick. En tout cas, ça fonctionne.
Voilà, pas de souci pour venir réaliser des phaser sticks en tortillé avec le Viper Tank. Mais c'est vrai qu'il a tendance à rentrer quand même un petit peu plus que la majorité des couteaux qui sont un peu plus épais. Donc on a tendance à vraiment pénétrer le bois en profondeur et faire des phaser sticks un petit peu plus grossiers. Il faut vraiment caresser le bois pour sortir ce genre de petit tortillé. Sur le site de Viper, ce couteau est donné comme heavy duty, c'est-à-dire qu'il peut encaisser de lourdes tâches, quelque chose sur lequel on va pouvoir taper, bâtonner, faire des grosses coupes à la volée. J'ai été assez surpris de voir qu'il y ait le fil qui est roulé un petit peu et surtout les plaquettes qui se soient desserrées lors des frappes sur l'arbre qu'on a vu au début de vidéo. Cependant, j'ai pas eu de problème tout le reste du temps où je m'en suis servi dans la vidéo ou hors vidéo. Donc j'ai pas refait de grosses coupes à la volée. J'ai toujours le fil qui est légèrement ébréché sur le bout. Le reste du fil n'a pas bougé. On va quand même pouvoir venir faire de grosses tâches avec le tank. Donc quand même de belles sections de coupe à la volée et du beau bâtonnage. On va avoir l'avantage et l'inconvénient sur le bâtonnage d'une lame qui pénètre très bien mais qui écartera un petit peu tard. On va avoir un gros avantage sur ce couteau au niveau de son manche puisqu'on a une bonne ergonomie, une bonne épaisseur et un excellent retour ici pour les grosses tâches qu'il est censé faire. On va retrouver un couteau qui, malgré son gabarit, va être très à l'aise sur toutes les tâches de couteau classiques, donc sur toutes les coupes. Quelque chose d'assez polyvalent, mais il va falloir éviter vraiment les grosses tâches, le gros bâtonnage sûrement, avec les bons nœuds et les grosses coupes à la volée. Voilà, en espérant que cette vidéo ait pu répondre à des questions sur ce couteau. Merci et à bientôt.